Il est 18 heures. Je vous propose d'ouvrir cette 16e séance de la mandature. Avant mes quelques mots traditionnels d'introduction, ce que je vous propose, c'est faire vous présenter, je vais leur laisser le faire, les nouvelles têtes au conseil municipal. Donc nous avons Hélène qui a succédé à Dominique. Au secrétariat de la direction générale et Olivier Clérin qui est le nouveau DST. Donc si vous voulez dire quelques mots, Hélène. Bonsoir à tous. Je connais quelques fêtes que j'ai déjà croisées dans les couloirs, mais je ne connaissais pas. Enchantée de vous voir enfin. Et puis, voilà, bonne séance. Merci Hélène. Et Olivier, s'il te plaît. Oui, alors je vais profiter d'avoir un micro. Ouais. Donc oui, Olivier Clérin, donc j'arrive de la mairie de Lorient où j'étais pendant 8 ans et demi responsable de la gestion et de la maintenance du patrimoine. Je suis également très heureux de prendre ces nouvelles fonctions. Je connais quelques-uns d'entre vous, dont Monique Bondon avec qui j'ai travaillé pendant quelques temps aussi. Donc voilà, donc je suis très heureux d'être arrivé. C'est tout récent, c'est il y a seulement 3 semaines, donc je prends mes marques. Merci. Et puis, bon, je vous libère. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, quelques mots d'introduction. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le 16e conseil municipal de la mandature. Ça fait quasiment 2 ans que nous sommes en fonction. Alors, ce soir, c'est a priori un conseil avec un ordre du jour riche de 24 bordereaux. J'aurais tendance à dire un ordre du jour léger, mais je me méfie toujours des conseils avant les élections. Alors pour pas qu'il y ait d'ambiguïté cette fois-ci, alors Lionel, hein, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je suis pas candidat aux législatives. Hein. Bon, il écoute pas, c'est pas grave. Donc demain, je pourrais peut-être être candidat aux législatives dans le Télégramme, mais ça c'est une autre histoire. Je voudrais donc en amont du débat de tout à l'heure vous donner quelques éléments de réflexion politique de 2 ordres totalement différents. Le premier sur la consolidation de notre construction budgétaire, le second sur l'intercommunalité qui, une nouvelle fois, s'affranchit de l'échelon communal. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Alors si je commence par l'approche budgétaire, tout comme l'année dernière, nous allons étudier un compte administratif atypique hein, qui est le reflet d'une année extraordinaire dans la mesure où elle sort de l'ordinaire. Bon, si elle l'était moins par rapport au précédent exercice. Si nous tendons à retrouver une forme de normalité, du moins d'un point de vue financier, depuis le début de l'année 2022, les 2 derniers exercices que nous venons de vivre sont tout à fait inédits et ce qui génère des résultats qui sont inhabituels au regard des exercices budgétaires antérieurs. Alors ce constat établit le traditionnel jeu des comparaisons budgétaires qui parfois anime nos débats se complexifie cette année, comme il s'était complexifié l'année dernière, et ce qui fait que toute référence à l'année 2020 paraît inadaptée pour tracer une trajectoire. Ceci étant dit, l'évolution d'autres facteurs ne me permettent plus d'établir ces comparaisons, et je souhaite m'attarder rapidement sur la fiscalité qui vient fortement perturber la structuration de nos recettes. Je vous rappelle que l'allocation compensatrice versée par l'État vient remplacer la perte de la taxe d'habitation, mais on passe donc d'un impôt qui potentiellement est dynamique à des compensations de l'État. Alors, je crois que tout le monde est totalement lucide et n'est pas dupe de ce joli tour de passe-passe qui met sous tutelle budgétaire de manière de plus en plus croissante les collectivités qui disposent de moins en moins de marge de manœuvre, hein, puisque on a véritablement une inconnue sur les garanties sur la pérennité de ces compensations.
Il y a un point qui nous inquiète, la majorité municipale, c'est que le président réélu Emmanuel Macron, avait annoncé lors de sa campagne qu'il engagerait un coup de rabot de 10 milliards d'euros dans les finances aux collectivités locales. Je crois qu'il nous appartiendra d'être particulièrement vigilants, puisque à terme, ce nouveau coup de rabot peut remettre en cause et mettre à mal un certain nombre de nos services publics auxquels sont particulièrement attachés nos habitants. Alors, prudence sur nos recettes, inquiétude sur nos dépenses, puisque depuis le début d'année, nous subissons une hausse certaines factures énergétiques, et une hausse qui était déjà initiée avant le conflit ukrainien, puisque les premières factures de l'année, sur les premières factures de l'année, on observait déjà une hausse de 40% de l'augmentation du coût de l'électricité. Donc je crois que cette donnée, on doit l'intégrer pour la suite de notre exercice, et je pense que lorsqu'il s'agira d'affecter l'excédent du compte administratif, il faudra bien sûr prendre en compte cette augmentation particulièrement significative de nos dépenses énergétiques. Le compte administratif, toujours un exercice important. Je vous l'ai dit, ce soir, un constat financier et lors d'un budget supplémentaire, lors du prochain conseil municipal, on affectera cet excédent. Ça, c'est le premier point que je souhaitais évoquer. Le second point, c'est la conception tout à fait singulière de la gouvernance intercommunale par l'exécutif de l'agglomération, hein, et sur un sujet bien précis, qui est l'accueil des gens du voyage sur la zone de Mané-Bosse. Alors moi, j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer, mais je profite du conseil municipal, j'ai eu l'occasion de m'exprimer au conseil communautaire à plusieurs reprises, mais tant sur le projet d'installation d'une station d'hydrogène que je découvre, que nous découvrons dans le journal, que sur la question du traitement des bouts de dragage qui apparaît au détour d'un bordereau du conseil communautaire, on considère que le président Loer a une vision assez particulière de l'intercommunalité, et je vous rappelle qu'il n'avait pas jugé bon d'associer le maire de Lanester à sa réflexion. Donc, je pensais que les messages qui avaient été passés auraient été suivis des faits. Et si vous aviez lu d'ailleurs une tribune que nous avons pu écrire à la fin de l'année, nous espérions débuter sur une relation apaisée avec l'agglomération, qui est apparue dans Reflet. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc le président Loer, malgré mon opposition, vient de choisir le terrain de Mané-Bosse, qui, je vous le rappelle, appartient à la communauté d'agglomération pour l'accueil d'un regroupement estival cette année, comme ça avait déjà été le cas en 2019, mais à l'époque, ça avait fait l'objet d'une concertation. Moi, je crois que le président Loer a dû se poser la question du quotidien des habitants riverains en cœur de ville, hein, et savoir si également il a pu prendre en compte l'activité des commerçants de la zone d'activité voisine qui sont en reprise économique suite à la crise sanitaire. Bon, je crois que visiblement l'intérêt du territoire, l'intérêt des Lanestériennes et des Lanestériens ne semble pas être une de ses préoccupations, alors qu'il n'a de cesse de rappeler que l'agglomération doit être au service des communes. Alors, bon, parfaitement conscience que la question de l'accueil des gens du voyage est un sujet compliqué, que nous sommes tous concernés sur ce sujet, et que nous sommes bien placés pour dire que Lanester a su prendre sa part dans cette mission, et bien entendu, je prendrai mes responsabilités en la matière, à la condition bien sûr que cette compétence soit exercée dans le cas d'une réelle solidarité intercommunale, elle-même discutée et validée à l'issue d'une concertation digne de ce nom. Je regrette que l'on n'en prenne pas le chemin, et que je peux regretter cette posture. Alors, cette culture du fait accompli n'est pas ma conception de l'intercommunalité. Bon, chacun jugera. Toujours est-il que le site doit ouvrir le 1er juin. D'ici là,
J'estime que le président Loher doit apporter des garanties aux Lannestériens et Lannestériennes, et que dans cette attente, j'assure à tous les riverains du quartier de Manébos notre solidarité active. Donc, ceci étant dit, je désigne un secrétaire de séance qui sera Rémi Coquelin. Donc, si tu veux bien procéder à l'appel. Gilles Carréric. Donc, présent. Rose Morellec. Présente. Bernard Leblé. Présent. Françoise Dumont. Présente. Maurice Perron. Présent. Anaïg Lemoyle-Raflic. Présente. Philippe Jumeau. Présent. Mireille Père. Alors, elle est absente, elle donne pouvoir à Bernard Leblé. Philippe Gestin. Présent. Céline Sauret. Présente. Patrick Le Guenec. Alors, il est absent, il donne pouvoir à Philippe Gestin. Patrick Leget. Présent. Monique Bondon. Présente. Philippe Garot. Présent. Nadine Lebouedec. Présente. Annick Le Gall. Présente. Vametrua Noël Silane. Il va arriver, suivant l'expression consacrée. Valérie Duval. Présente. Patricia Rioux. Alors, elle est absente, elle donne pouvoir à Madame Lemoyle-Raflic. Rémi Coquelin présent. Marie-Laure Busneau. Guénola Lebec. Présente. Florence Lopez Le Goff. Présente. Morgane Aymon. Michael Leblond. Présent. Kevin Aleno. Présent. Claudine Debrassier. Carmen Lebornic. Pascal Flégeau. Vincent Quérivin. Christelle Mao. David Mégel. Donc, il est absent, donne pouvoir à Madame Christelle Mao. Alexandre Schoer. Il est absent, donc sans pouvoir. Louis Chambellan. Et Claudie Galland. Ok. Je propose de passer à l'adoption de l'ordre du jour de la séance. Est-ce que cet ordre du jour appelle de votre part des commentaires? J'en vois pas, donc je le mets au vote. Qui est contre l'adoption de cet ordre du jour? Dans l'ordre du jour, qui s'abstient, donc l'ordre du jour est d'adopter à l'unanimité. Sur l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril dernier. Donc vous avez tous pu en prendre connaissance. J'attire votre attention sur un point, c'est que donc on a modifié un peu notre organisation, donc pour que les propos soient bien repris, il faut que vous allumiez vos micros. D'accord? C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si vous avez attentivement lu le rapport, le procès-verbal, mais c'est la condition sine qua non pour qu'il soit repris. D'accord? Puisque autrement, c'est inaudible. Et voilà. Donc, je ne sais pas, par rapport à et je vous invite, ceux et celles qui ont bien sûr des interventions écrites, à les faire passer à Hélène, ça lui facilitera la tâche. D'accord? Sur ce procès-verbal, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? J'en vois pas, donc je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre ce procès-verbal, l'adoption de ce procès-verbal? Qui s'abstient, donc procès-verbal adopté à l'unanimité. Donc nous allons avoir 3 bordereaux relatifs à l'aménagement urbain, mobilité et transition. Nous allons commencer par le bordereau numéro 4, qui est une information au conseil municipal sur l'exercice d'un droit de préemption. Donc je passe la parole à Rose Morellec. C'était moi. Bon, vas-y. Donc, il s'agit d'un droit de préemption exercé par le maire. Pour l'OAP Centre-Ville, on est déjà venu devant vous vous présenter la parcelle qui est numérotée 394. On vous avait dit que d'ores et déjà, on risquait de se revoir pour parler de la gestion foncière de ce site. Donc voilà, on y est. Est-ce que tu veux? Donc c'était inscrit dans le PLU comme un site particulièrement stratégique pour nous. Et voilà, devant la volonté des vendeurs, des résidents de vendre, on se positionne. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce bordereau? Donc, j'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre l'adoption de ce bordereau? Qui s'abstient? Donc, bordereau adopté à l'unanimité. Le bordereau numéro 5 est relatif à un déclassement d'une emprise communale sur la placette Robert Carré. Donc, Rose Morellec.
Donc il s'agit d'un petit cheminement à travers la propriété d'Espacil sur l'îlot Pierre de Coubertin, c'est-à-dire entre la médiathèque et les halles. Au cœur de ce quartier, on a un petit chemin communal qui n'est pas exactement bien placé entre le parcellaire et puis la réalité. Et pour débloquer une situation auprès d'Espacil de pouvoir créer un local vélo, on a évoqué le fait de s'en séparer. Ça n'a pas d'enjeu pour nous. Donc la proposition est de céder cette petite parcelle à titre gratuit. Et évidemment, on reste à la charge de l'acquéreur les frais de notaire. Des interventions sur ce bordereau? J'en vois pas. Donc je le passe au vote. Qui est contre l'adoption de ce bordereau? Qui s'abstient? Donc bordereau adopté à l'unanimité. Et le bordereau 6, qui est également un bordereau de déclassement d'une emprise du domaine public, 8 avenue Lénine, pardon. Donc c'est un bordereau dont on a longuement parlé en commission. Il s'agit de régulariser une situation. Cette propriété qui s'avère être communale a longtemps été imaginée comme privée. Donc après la sollicitation de France Domaine et puis un échange avec les propriétaires qui se pensaient propriétaires de cette parcelle et un long échange au sein de la commission, on propose de céder cette parcelle à 6 000 € et reste à la charge de l'acquéreur les frais de géomètre pour bien la délimiter et puis les frais de notaire. Des interventions sur ce bordereau? Je n'en vois pas. On va se dire les choses. Hein. C'était un bordereau. Enfin, les notaires, quand ils ont muté le bien, ils n'ont pas été spécialement attentifs sur le sujet. Hein. Toujours est-il. Donc, qui est contre ce bordereau? Qui s'abstient? Donc, bordereau adopté à l'unanimité. Donc, on va rentrer dans les bordereaux financiers et commencer par l'approbation des comptes de gestion 2021. Bonsoir à toutes et tous. Donc, en l'absence de Patrick, tel que l'a indiqué Monsieur le maire, donc je vous propose de parcourir rapidement les comptes de gestion qui représentent la vision trésor public de nos comptes, puisque chacun entretient sa propre vision. Collectivité d'une part, qui fait l'objet du rapport suivant, et trésor d'autre part, qui fait l'objet de ce bordereau. Bon, vous retrouvez les mêmes valeurs, hein, le résultat de fonctionnement c'est le même, le résultat à la clôture c'est le même. Donc pour le budget communal, le résultat de fonctionnement est de 6,4 millions. Le résultat à la clôture est de 4,7 millions. Pour la halte nautique, le résultat de fonctionnement est négatif, est à moins 30 000. Le résultat à la clôture est de 14 000. Pour les pompes funèbres, le résultat de fonctionnement est à 227 000, presque 228. Le résultat à la clôture est de 243 000. Et la cuisine centrale, le résultat de fonctionnement est négatif à moins 4 700. Et le résultat de clôture est à 20 882. Voilà, donc s'il y a des questions, j'y répondrai. Donc, la partie rapport du CA est un peu plus pédagogique et moins sèche que celle-là. Il n'y a pas d'intervention sur le sujet, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre l'approbation des comptes de gestion 2021? Ok, qui s'abstient? Personne. Donc les comptes de gestion 2021 sont adoptés à l'unanimité et je vous propose de passer au vote, du moins avant le vote, l'examen du compte administratif 2021 du budget principal. Ce que je vous proposerais bien, parce que je vous rappelle, un point de règlement, c'est que le maire doit quitter la salle pour l'adoption de ce compte administratif. Donc c'est qu'on balaie les comptes administratifs, tous les comptes administratifs, et je m'absenterai. Et là, Rosemarie, la première adjointe, passera au vote les différents comptes administratifs du budget principal et du budget annexe. Donc Bernard, si tu peux nous présenter le compte administratif 2021. Alors les équilibres financiers 2021, donc l'équilibre du compte intégrera les éléments suivants, donc les opérations comptables de l'année, la reprise des résultats de l'année antérieure et les restes à réaliser en investissement,
dont l'impact comptable interviendra en 2022, mais que nous prenons néanmoins en compte dans le résultat de 2021. Donc nous avons un solde global 2021 à 2 751 683,94 €. Donc nous avons un solde de fonctionnement de 6,4 millions. Donc nous avons un besoin de financement de la section investissement de 3 669 000. Donc nous proposons donc d'attribuer donc une partie de l'excédent de fonctionnement à la couverture du besoin de financement de la section investissement, ce qui nous laisse le solde cité en introduction de 2 751 000. Donc sur toujours pareil les grands équilibres. Donc après une année 2020 donc marquée par la crise sanitaire, en 2021 donc nous retrouvons des marges de manœuvre de fonctionnement qui sont proches de ceux des années précédentes. Donc une CAF brute à 4 273 000, une CAF nette à 1 514 000. Donc, compte tenu de notre profil de dette, donc qui cette année est assez élevé, puisque nous avons un capital à rembourser, capital ville, je ne parle pas de ce que l'État rembourse pour nous, de 2 759 000. Donc, voilà, nous avons quand même une bonne CAF nette de un peu plus d'1,5 million. Alors maintenant, je vous propose de passer à la section de fonctionnement. Donc là aussi, retour à une normalité budgétaire. Donc après une période antérieure très marquée par la crise sanitaire et donc le ralentissement des activités municipales. Donc cela veut dire reprise des dépenses de fonctionnement, donc qui repartent à plus 5,37%, tandis que les recettes de fonctionnement, elles, redémarrent moins vite puisqu'elles sont à plus 0,51. Donc deux tableaux comparatifs 2020-2021, très graphiques certes, mais qui méritent quelques explications plus détaillées. Sur les charges générales et de gestion, donc une augmentation apparente de CA-CA de 17,02%. En réalité, si on se réfère à 2019, qui était quand même notre dernière année de fonctionnement normal, l'écart serait de 0,71%. Donc voilà, l'année 2020 ayant été très perturbée par le Covid, avec une baisse quand même de 14% de nos activités sur ce chapitre. Nous avons toujours quelques charges supplémentaires liées au Covid, à 80 000 € pour des masques, du gel, des équipements de protection. Nous avons toujours une part de dépenses non réalisées, donc de 400 000 €. Les spectacles à quai neuf n'ont repris que tardivement et une partie des séjours jeunesse, à l'étranger notamment, où la neige, ont été annulés. Et puis nous savons tous que, en termes de réception et d'activité un peu conviviale à la municipalité, eh bien, on était bien au-delà du normal. Bien en deçà du normal, pardon. Sur les paiements en énergie et fluide, donc qui représentent 17% de nos charges générales, donc nous avons une hausse de 6,94%. Le maire l'a évoqué tout à l'heure, ça commence. Donc ces dépenses s'établissent à 905 000 €. Je pense que là-dessus, il ne surprendra personne que l'électricité a déjà commencé à augmenter sur ce compte administratif. Les repas à la cuisine centrale donc, se sont montés à 900 000 €. Donc en raison en fait d'un travail de refacturation qu'on a évoqué dans cette instance, de façon à rapprocher en fait la facturation du coût réel de production. L'imprévu sur ce compte administratif, c'était déjà le début des augmentations des produits alimentaires. Bon, voilà. Mais néanmoins, je rappelle la participation du budget ville à sa cuisine, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, donc a été relevée de façon à avoir des comptes
plus proche du coût de production à la cuisine elle-même. En ressources humaines, donc une augmentation, là encore, de 4%, donc pour une masse salariale qui est à 14 686 000. Toujours pareil, donc un effet un peu trompe-l'œil avec l'année 2020 où la masse salariale avait baissé. Donc, si on se réfère à 2019, donc l'augmentation elle est bien moindre. On serait à peu près à une moyenne annuelle de 1,85 de hausse de la masse salariale, ce qui est tout de suite plus réaliste que le chiffre un peu brutal de 4% que vous avez sous les yeux. Donc, néanmoins, sachez que cette augmentation vient donc de postes budgétaires vacants, donc ont été pourvus, vient aussi de renforts d'équipe, hein, donc liés au protocole sanitaire, au remplacement, puisque nous avons eu des agents malades, chacun sans doute bien, et nous faisons face aussi à la hausse des cotisations sociales et des cotisations d'assurance. Sur les subventions et participations versées, donc 2,7 millions, une petite baisse, donc une situation contrastée en fonction des demandes variables reçues, parce que dans ces subventions, nous avons des valeurs dont nous sommes certains à l'avance. Quand nous décidons une augmentation des subventions directes aux associations de 1%, nous savons ce que ça va donner avec une marge d'erreur très faible. Lorsque nous mettons des mécanismes comme l'aide au loyer pour le petit commerce, hein, ou le chèque associatif pour les associations, nous sommes un peu plus dans l'incertitude. Donc, et plutôt une bonne nouvelle qui intervient aussi sur ce chapitre, qui l'a fait baisser, c'est la baisse des créances irrecouvrables. Voilà. Ce qui était très prévisible, c'était le CCAS, donc qui a eu une augmentation de sa subvention et donc qui a mobilisé la subvention qu'il avait reçue, et heureusement. Les écoles privées, donc on a eu une petite baisse puisqu'on a vu une revalorisation l'année antérieure. Et puis le reflet aussi de taxes payées qui sont dans ce chapitre pour les droits d'exploitation à Quai Neuf. Donc les droits d'exploitation sont repartis à la hausse, ça veut dire qu'on a produit des spectacles à Quai Neuf, ça c'est une bonne chose. Par contre, qu'on n'a pas produit la totalité de ce qu'on avait imaginé, eh bien on est un peu en dessous de ce qu'on avait budgété. Donc la subvention piscine donc, a un peu augmenté donc, à 329 000 euros au nom de la formule de révision de prix hein, qui règle nos rapports avec le délégataire, et la participation à la sauvegarde est stable à 50 000 euros. En charge financière, 1 400 000 euros, en baisse comme tous les ans, donc grâce au taux fixe d'une part des emprunts que nous avons pu souscrire jusqu'à présent, grâce aussi au travail sur le stock de la dette justement qui a été fait par mon prédécesseur, et enfin grâce à notre politique de désendettement que nous avons continué donc à hauteur de 500 000 euros. Ça fait quand même une économie de 94 000 euros sur cet exercice. Sur les recettes de fonctionnement, donc voilà, les deux histogrammes 2020-2021 que vous avez à votre disposition méritent qu'on s'y arrête un petit peu. Donc les recettes réelles, j'en ai parlé en introduction, donc ont un petit peu progressé à 0,51%. Donc je parle de recettes récurrentes, hein, je ne parle pas des cessions qui sont par définition conjoncturelles en fonction des opportunités. Le chapitre dotation et participation donc, a augmenté de 12,78%. Il est à 8 240 000 euros. Donc là, on est directement sur l'effet de la disparition de la taxe d'habitation que le maire a évoqué en introduction et dont une partie a été transformée en dotation. Voilà, ce qui a eu pour effet de faire réduire le bloc produit des 3 taxes dans votre tableau et de faire gonfler le bloc dotation et participation reçue.
La DGF, après les baisses considérables que ceux d'entre nous qui étaient au mandat précédent ont assisté en 2014 et 2017, donc c'est stabilisé, hein, elle a même un petit peu progressé à 1,26%. Donc là, nous avons une DGF toutes composantes confondues à 4,8 millions. Donc le produit des impôts directs, donc voilà, j'ai insisté sur la part taxe d'habitation, donc évidemment est en baisse, hein, donc à 13 655 000, donc il a baissé de 6,77%. De la taxe d'habitation, donc ne reste plus que le produit issu de la taxation des résidences autres que principales, c'est-à-dire des résidences secondaires et des logements vacants. Donc c'est tout de même un produit de 171 000 euros. Et donc ensuite, le zoom en fait sur que vous avez dans le tableau en dessous entre taxe d'habitation, foncier bâti et foncier non bâti est assez technique. Alors ce que je vous propose, c'est de mettre à votre disposition, si vous le souhaitez, donc une représentation graphique qu'a réalisée la direction finance très très récemment. Donc, c'est efforcé de faire preuve du maximum de pédagogie à notre égard, pardon. Et voilà, j'avoue que j'ai apprécié cette représentation. Donc, si vous le souhaitez, je vous la transmettrai après, ou la direction le fera également. On voit très bien le mécanisme en fait d'effacement progressif de l'ATH, des compensations, et d'une partie de compensation aussi du foncier. Parce que dans son soutien à l'industrie, l'État a revu les mécanismes de taxation du foncier. Sur les autres impôts et taxes, donc, nous avons donc une légère baisse. Donc, la part la plus importante, donc, c'est la baisse de 200 000 euros d'une attribution de compensation qui avait été versée par l'Orient Agglomération jusqu'alors, qui était liée au transfert de compétences eau et assainissement. La dotation de solidarité communautaire est stable, hein, à 616 000. Et le FPIC, donc Fonds national de péréquation intercommunale, donc est en hausse de 16 000 euros. Alors sur les autres taxes, donc nous avons donc une baisse apparente de la taxe sur l'électricité, en fait, mais qui n'est qu'apparente. Puisque en raison d'imputations comptables qui ont bougé par rapport à l'habitude, nous devrions être à une recette de 380 000 euros, donc ce qui fait une légère hausse de 35% par rapport au CA précédent. Donc pas d'inquiétude là-dessus, hein, c'est juste de la comptabilité. La taxe sur la publicité extérieure donc, continue sa baisse légère, hein, les surfaces des enseignes commerciales ont diminué un petit peu, donc la taxe également. Et puis la taxe sur les droits de mutation est toujours en progression. Donc là, elle a dépassé le million d'euros, 1,51 million. Donc malgré la crise sanitaire, parce que c'est un écart de 28% entre l'exercice 2020 et 2021. Voilà. Donc ça reflète un marché immobilier très dynamique à l'Annester ces dernières années et que pour l'instant rien ne dément. Sur le produit des services, donc le produit des services est à 1,5 million. Il a progressé de 7,82% par rapport à l'exercice précédent. Il reflète directement la reprise de nos activités, parce que dans les produits des services, hein, vous voyez bien en fonction des destinataires. Là, on est dans le service aux habitants ou aux enfants direct. Mais il n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise. Et donc, le graphique en dessous montre bien, en fait, quelles activités ont pu redémarrer et quelles activités, notamment la culture, ont été redémarrées plus tard en raison des contraintes réglementaires qui ont pesé sur elles. Je pense à Quai Neuf, je pense au conservatoire, donc, qui n'ont pas encore, sur cet exercice-là, retrouvé leur 100% d'activité. Voilà, donc en synthèse, un impact du Covid, mais bien moindre qu'en 2020, évidemment. Un contexte inflationniste donc, qui dégrade en fait l'évolution de nos recettes et de nos dépenses de fonctionnement.
la structuration de la fiscalité, comme l'a souligné le maire, donc voilà, on transforme une partie d'impôt en dotation. Et puis, d'exercice en exercice, bien, on constate les bienfaits du travail sur la dette, qui fait que les frais financiers sont en baisse constante et répétée. Donc, je vous propose de passer à la section d'investissement. Donc, sur la section d'investissement, donc, le capital total de la dette remboursée donc, s'élève à 364 millions d'euros, dont 879 000 pris en charge par l'État dans le cadre du fonds de soutien. Donc, le solde de 2 760 000 est financé par nos fonds propres. L'encours de dette mobilisé par la ville au 31 décembre de l'exercice donc s'établit à 34 370 000 euros. Un emprunt de 420 000 euros a été contracté en 2021. Il avait intégré un désendettement de 500 000 euros malgré tout. Donc, nous avons peu emprunté l'année dernière en raison d'une situation budgétaire atypique. Nous n'avions pas réalisé l'emprunt prévu de 2 276 000 euros. Nous avons provisionné donc 1 856 000 euros pour l'opération de Carfréo. Et l'emprunt correspondant, effectivement, n'a pas été réalisé sur cet exercice non plus. Nous avons d'autres financements disponibles. Donc, le premier d'entre eux, donc les subventions d'investissement qui ont bien progressé, puisque elles ont augmenté de presque 300 000 euros. Elles ont dépassé là, les 700 000 euros. Donc, un grand merci à tous les services. Donc, la direction finance instruit, certes, les dossiers de subvention, mais sans les données d'entrée de leurs collègues, elles n'y parviendraient pas. Donc, bravo à tous pour ce travail opiniâtre et tenace qui porte ses fruits. La taxe d'aménagement a régressé, donc elle est à hauteur de 133 542 euros. Donc c'est une baisse de 87 000 euros. Elle était aussi en baisse en 2019. Le fonds de compensation de la TVA est en progression, donc à 687 000 euros. Donc nous faisons des travaux. Et les cessions d'actifs, eh bien, comme j'ai dit, sont conjoncturelles, donc représentent 156 000 euros sur cet exercice. Donc, voilà, 23 000 euros pour une parcelle rue Marat et 100 000 euros. Donc, non, pardon, j'ai inversé. 23 000 euros pour le chemin communal rue Jean Rostand et puis 100 000 euros pour la parcelle rue Marat. Voilà, j'y suis. Je passe aux travaux, aménagement et acquisition 2021. Donc, nous avons réalisé pour 3 984 000 d'investissements. Nous avons engagé 2 680 000 euros de travaux dont le paiement interviendra en 2022. Donc, en apparence, avec un crédit budgétaire de 10 700 000 euros, nous avons donc consommé 62,3% du crédit, contre 82,16% en 2020. La réalité physique est un peu différente, ça c'est une réalité financière. C'est que nous avons provisionné 1 856 000 pour Carfréour. Nous avons fait du provisionnement donc multi-exercices pour réaliser certaines opérations. Si je pense à ma propre délégation, nous avons mobilisé des fonds pour les écoles en matière de numérique sur 2 exercices. C'est la même chose pour les délégations de mes collègues. Donc, une fois ajusté, en fait, à la fois le provisionnement de Carfréour et à la fois les travaux pluri-exercices, nous sommes à un taux certes plus faible que d'habitude, mais quand même à 87,87% dans une période un peu chahutée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des aménagements. Je pense que chacun, selon sa délégation et sa sensibilité, pourra s'y référer. Selon la méthode de vote donc proposée par Monsieur le maire, donc je vous propose de parcourir d'emblée
Les comptes administratifs des budgets annexes. Ce que je vous propose, c'est que... Pose aux questions. Ouais, on ouvre le débat sur le compte administratif du budget général. Et puis ensuite, voilà, on fera les budgets annexes et je sortirai à la fin. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur la présentation de ce compte administratif du budget principal? Il y a une intervention, c'est tout? Il n'y en aura pas d'autres? Bon. Donc, tu as l'exclusivité, Pascal. Oui, bonsoir. Le compte administratif 2021, donc c'est une expression pour le groupe des progressistes. Le compte administratif 2021 qui nous est proposé lors de ce conseil est la photographie de la réalisation budgétaire 2021. C'est la première année complète de réalisation de votre majorité. Il permet une première analyse de votre politique. Que pouvons-nous constater? Tout d'abord, les grands équilibres budgétaires. La CAF, la capacité d'autofinancement. Les chiffres sont inquiétants. La CAF brute estimée budgétairement à 4,5 millions est en retrait avec un réalisé de 4,3 millions. La capacité d'autofinancement net, CAF net, qui est l'élément principal de notre capacité à investir, est en forte baisse à 1 514 000 €, alors que la moyenne de CAF net sur les années 2016-2019 est de 1 836 000, soit 300 000 € de capacité d'investissement de moins que les années précédentes. On a volontairement exclu de l'analyse de l'année Covid 2020, vous en faisiez état, monsieur le maire, où notre CAF a atteint 2,77 millions d'euros. Les dépenses supplémentaires liées à la crise Covid, chèque asso, passe asso, loyer des commerçants, masques, etc., ne sont pas l'explication, même si elles rentrent en partie, puisque toutes cumulées, elles représentent des dépenses de l'ordre de 170 000 €. Donc nous avons donc bel et bien, selon nous, une difficulté budgétaire d'ordre structurel. Plusieurs postes de dépenses de fonctionnement sont en forte hausse, comme l'énergie et les dépenses de restauration collective. Ces hausses risquent de se poursuivre dans le contexte économique international. Les recettes de fonctionnement. Les dotations de l'État, la DGF comme la dotation de compensation de la taxe d'habitation sont au rendez-vous. Depuis 2017, malgré les doutes récurrents que votre majorité instillait dans ses interventions, cela a toujours été le cas. Nous poursuivons notre analyse en comparant le compte administratif avec vos prévisions budgétaires 2021. Prévisions issues du budget qui a été voté par votre majorité début 2021. Vous déclariez alors, monsieur le maire, que le budget proposé prévoyait, je vous cite, une capacité d'investissement à plus de 4,7 millions d'euros pour avoir les moyens de nos ambitions selon vos propos. La réalité, c'est un montant d'investissement de 3,9 millions d'euros, en retrait de près de 800 000 € par rapport au budget. Nous pourrions conclure que si vous aviez des ambitions, vous ne disposez visiblement pas des moyens pour les atteindre. La voirie étant ainsi budgétée à 1,7 million d'euros et réalisée à 1,2 million d'euros. Les réalisations cyclables étaient mises en exergue dans ce budget pour un montant de 350 000 €. Nous l'avions souligné positivement en séance, d'ailleurs à l'époque. La réalisation d'équipements cyclables est en définitive, si l'on a bien lu, à 24 000 €. Les aménagements urbains, eux, étaient budgétés à 973 000 €. Ils sont réalisés à 656 000 €, moins 300 000 €. Sur ces deux postes, il y a tromperie sur la marchandise, pourrait-on dire. Le développement numérique était affiché en progression au budget de 150 à 220 000 €. En réalisation, on est à 124 000 €, donc soit 100 000 € du budget. La collectivité n'est pourtant pas en avance sur ce sujet des aménagements numériques. Les dépassements importants des sections enfance, jeunesse et sport illustrent l'effort budgétaire conséquent qui est à réaliser vers nos infrastructures, pour certaines vieillissantes. Notre patrimoine vieillit, il y a une réalité que le budget aurait dû intégrer. En conclusion, pour commenter
votre réalisation budgétaire, nous pouvons dire que vous avez établi un budget effet d'annonce qu'on a beaucoup de mal à boucler car la dynamique budgétaire n'est pas la bonne. Les éléments de contexte international nous font craindre de réelles difficultés pour l'avenir car nous ne percevons d'efforts de maîtrise budgétaire pour retrouver des marges de manœuvre. Nous ne percevons pas d'efforts de maîtrise budgétaire pour retrouver des marges de manœuvre. Excusez-moi. Pour terminer notre propos, nous rappelons, c'est une demande lancinante, que nous sommes dans l'attente du plan pluriannuel d'investissement et aussi de l'inventaire patrimonial physique de la commune, c'est une demande récurrente. Pour conclure, le groupe des progressistes s'abstiendra sur le vote du compte administratif principal pour 2021. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je n'en vois pas. Bernard, quelques éléments de réponse. Alors, sur la cave brute, c'est une appréciation qualitative, ça ne va pas être une appréciation quantitative. J'ai pu participer à l'échange avec la Chambre régionale des comptes lorsqu'elle a ouvert en fait son travail, je ne sais pas s'il faut dire d'inspection, mais qu'elle est en train de réaliser. Donc, d'après le magistrat lui-même, son principal indicateur déjà c'était la cave brute. Et il soulignait sa valeur plutôt élevée pour la commune et qu'elle ne suscitait pas la moindre inquiétude dans ses services. Pour ce qui est de la CAF nette, je l'avais dit donc en parcourant le tableau de synthèse. Si je regarde par rapport à 2020, en profil de dette, on est déjà à pratiquement 200 cas d'écart. On a un profil de dette qui ne nous sert pas vraiment. Mais c'est comme ça, donc la dette, elle s'assume. Si je ramène le profil de dette jusqu'en 2019, donc on est à plus de 300 cas d'écart. Donc tu la cites en baisse, Pascal, c'est vrai, mais cette baisse, rien que sur le profil de dette, on la trouve, quoi. Donc c'est pas dramatique non plus, quoi. Donc ce profil de dette, il va redevenir favorable un jour, plutôt une année, on sait quand. Là, on est dans les années les plus dures de notre profil de dette et je ne vais pas le cacher. Sur les subventions Covid, j'en ai parlé. Sur les subventions Covid, nous avons budgété des valeurs. Donc nous sommes en dessous de ce que nous avons budgété. La demande des commerçants a été moins forte, la demande des associations a été moins forte. Sur l'énergie, oui, l'énergie elle augmente. Et elle va continuer à augmenter, tu as tout à fait raison. Enfin, qui pouvons-nous? Là, je suis obligé de passer au pluriel. Donc, sur les investissements, donc certains, j'en connais un en particulier, donc j'ai parlé du caractère pluriannuel de certains de nos investissements. Sur le numérique, donc sur le numérique, il est sur 2 exercices. Donc en ce moment, le câbleur est en train de faire les groupes scolaires, il vient de finir le premier. Donc sur l'enveloppe que nous avons commencé à constituer en 2021. Donc nous aurons complètement fini les écoles sur l'exercice 2022. Donc je laisserai mes collègues répondre dans leurs délégations respectives. Mais voilà, il nous faut mobiliser des fonds sur 2 exercices pour réussir une telle opération. Et sur les écoles, je l'ai d'autant plus mauvaise que l'effort de la collectivité dans ce secteur est vraiment conséquent. Donc ça représente la quasi-totalité de nos dépenses structurelles numériques. Sur le patrimoine, oui, pardon. Non, sans aide de l'État, j'insiste. La moitié. Non, j'ai mendié 50 000 €. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 3 communes dans le département qui n'ont eu aucune aide de l'État. La Nester en faisait partie. Et j'ai fait le mendiant pour récupérer 50 000 €. Hein. L'État dont vous vantez la politique.
Donc, sur le vieillissement du patrimoine, avant d'entrer dans les détails, mais financièrement, j'ai pas oublié donc un échange que nous avons pu avoir dans cette instance un peu vif autour des halles. Donc, quand le patrimoine vieillit et qu'on propose sa remise à niveau, il faut démolir. Et quand on le remet à niveau, donc on dépense trop. Alors donc, enfin, je ne sais plus je ne sais plus comment me positionner par rapport au patrimoine. Donc le contexte international, c'est tout comme l'énergie. Effectivement, il va falloir y faire face, mais il va falloir y faire face collectivement. Ça va pas être une partie de plaisir, et nous le savons tous. Hein. Donc la PPI, elle est en route, elle approche. Donc, effectivement, elle n'est pas là. Sur la PPI, hein, je me suis engagé à ce qu'on l'évoque. J'attire votre attention, mais je lis un peu la presse et je lis les comptes rendus aussi des conseils municipaux là, qui se déroulent en ce moment. Je me dis que finalement, on n'est peut-être pas si en retard que ça. Voilà, j'ai cru voir dans une commune d'une taille similaire, qui n'a pas connu de changement de maire, il l'évoque en octobre. Donc je crois qu'il ne faut pas se faire peur inutilement. D'autant plus que vaut mieux prendre le temps, puisque j'ai attiré votre attention sur le fait que la lisibilité, le coup de rabot des 10 milliards de M. Macron aura naturellement des conséquences sur la DGF. Et je crois qu'il faut être prudent, et d'autant plus qu'en ce moment, on est en train de réaliser un diagnostic du patrimoine. Et je pense que ce sera une aide à la décision qui sera intéressante. Sur la question du patrimoine, je l'ai toujours dit, hein, j'ai pas menti aux électeurs qui nous ont élus en mars 2020. Hein. On est sur un mandat de transition de remise à niveau des équipements. Ça, je pense que c'est de notre responsabilité. Je sais que vous avez été partie prenante par le passé, vous connaissez les enjeux, et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de remise à niveau de notre patrimoine. Alors, Bernard, je ne sais pas si tu avais terminé, parce que j'ai pris... Sur la partie atteinte en fait des objectifs globaux là qui seraient en retrait, je me suis livré à un calcul élémentaire. Hein, si j'étais prudent et donc déterministe, je dirais que sur un CA, on doit trouver un peu de marge. Donc, si j'étais plutôt un déterministe, je dirais que c'est quand même très difficile pour une direction finance et un collège d'élus de se projeter en fait sur la réalisation pile poil d'un BP. Dans cette période chahutée, en fait, nous avons un excédent en fait qui représente à peu près 6,7% de notre budget. Ça veut dire que soit on est à une incertitude, heureusement positive, de 6,7%. Donc soit on est à une marge, mais bon, de sécurité, parce qu'il faut quand même garder un petit peu. Donc de également 6,7%. Et effectivement, dans ces 6,7%, il y a des travaux non réalisés. Donc il y a aussi des dépenses de fonctionnement non réalisées. Donc il faut savoir raison garder, quoi. La marge d'incertitude reste quand même raisonnable dans une période qui elle-même est pleine d'incertitudes. Ok. Enfin, l'excédent, je sais qu'il y a de vieux élus, de vieux adjoints. Je vous rappelle que l'excédent, vous vous rappelez à quel niveau il se situait l'excédent les autres années? On va dire en vitesse de croisière. Vous vous rappelez? Mon propos n'est pas de répondre à vos questions sur l'excédent. Ce que j'ai mis en avant, moi, dans l'intervention, c'est que vous êtes en écart assez important par rapport à vos prévisions budgétaires. On peut penser qu'en 2021... Il y a des explications. Il y a des explications. Il y a des explications. Le contexte aujourd'hui... je vais juste te donner un exemple. Eurovia, qui est un prestataire pendant un certain moment, n'était plus en capacité de
on va dire de faire du revêtement, tout simplement. Enfin, je pense que on a l'impression que, à t'écouter, il s'est rien passé pendant 2 ans. Moi, je trouve que on a maintenu la barre pendant 2 ans dans un contexte extrêmement compliqué. Je vois je vois par exemple Joseph Le Corollaire. Les travaux ont commencé lundi. Ok. Enfin, Rose, si tu peux apporter quelques précisions sur Chaussy-Doux, c'est pareil. Ouais. Sur les aménagements cyclables, effectivement, l'ambition, on l'avait posée en 2020, elle est toujours là. Et je reprends l'expression de Bernard, on ne s'assied pas sur un exercice unique, on s'assied souvent sur une méthode qui nous permet de travailler sur 2 exercices, et en l'occurrence pour l'avenue Mitterrand ou pour les Chaussy-Doux, c'est le cas. Donc là, les Chaussy-Doux ont commencé lundi, donc c'est une bonne nouvelle. Sur Mitterrand, vous n'êtes pas sans savoir que oui, c'est une bonne nouvelle, parce que ça commence. Et passer à l'opérationnel, c'est essentiel. Il est temps, enfin... Mais oui. Donc, t'as été en responsabilité, Pascal. Enfin, je trouve que t'as été en responsabilité. Je pense qu'il est temps, effectivement, ouais. Je crois que... On va faire plus de kilomètres et on se lance dans un schéma cyclable qui répondra aux besoins. Je ne vais pas comparer ce qui a été fait sur le précédent mandat, ce serait malvenu. Mais moi, je suis assez contente de voir que, avec les équipes techniques, je vais terminer ce que je dis, si vous voulez. Avec les équipes techniques, on arrive à avoir un plan d'action et de passer à l'opérationnel. Et lundi, c'était une excellente nouvelle. Et on a fait de la concertation sur Mitterrand. On est allé voir les gens. On travaille pour que ce projet soit le plus adapté aux besoins. Et ça aussi, pour moi, c'était essentiel. Et ça nous permet d'avoir un travail sur le schéma des mobilités actives dont on sera fier dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc voilà ce que je voulais dire sur les aménagements cyclables. Merci. Ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres interventions, parce que bon, quand je lis votre intervention, je veux dire, ça me rassure. C'est qu'on n'est pas très loin de la vérité. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'en vois pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au compte administratif des budgets annexes. Bernard. Alors, donc, compte administratif donc, du budget de la halte nautique. Donc, nous finissons donc, avec un résultat structurel de fonctionnement légèrement négatif, donc à moins 1761 €, et moins négatif que les années précédentes. Nous avons un solde positif donc, de 14 300 €. Donc voilà, donc c'est pour un budget qui est inquiétant. Ouais, alors avez-vous des questions sur ce petit budget? Pas d'intervention sur le budget de la halte nautique. Donc, je propose de passer au budget suivant, qui est celui des pompes funèbres. Alors, sur les pompes funèbres, donc, nous finissons donc avec un résultat structurel. Donc, il y a une petite erreur dans le bordereau que vous avez reçu, qui est à moins 14 000 et non pas moins 16 000. Donc, ce résultat s'explique, hein, il est conjoncturel. On a actualisé le contrat de travail des porteurs et également on a versé une prime pour des agents en fait, qui ont suppléé l'absence de direction. Donc nous avons un solde disponible de 243 405 €. Donc là c'est pareil, un budget qui présente pas d'inquiétude, une variabilité effectivement. Des interventions sur ce budget? Bon, Bernard, je vous propose de poursuivre sur la cuisine centrale. Alors sur la cuisine centrale, donc malgré le travail donc sur la refacturation au budget principal, nous avons un résultat structurel de moins 73 852 €. Les données, enfin les denrées alimentaires ont recommencé à augmenter, alors même que le travail de refacturation venait de se terminer. Le solde disponible reste de 20 882 €.
Donc, nous avons retrouvé en fait un retour à la normale en production de repas, donc ça c'est bon signe. Donc, mais nous sommes à un niveau inférieur par rapport aux années passées, suite au départ de l'école Saint-Joseph-du-Plessis pour un autre prestataire. Privé, celui-là. Et donc, à une diminution également des repas achetés par le monde associatif, on comprend tous pourquoi. Donc et puis on voit toujours, en regardant sur de longues années, en fait, le déficit structurel qui s'était créé suite au départ de la ville d'Hennebeau. Voilà, j'ai quelques chiffres qui sont assez inquiétants, hein, qui viennent du cuisinier. Donc, la plupart des denrées alimentaires continuent à augmenter. Donc, à peu près toutes les 2 semaines, il m'informe des dernières augmentations. Donc, le dernier train d'augmentation, c'était la farine, c'était les huiles, c'était les œufs. Donc, c'était également les conditionnements. Donc, je vais pas le cacher, et on va pas se le cacher entre nous. Dans le domaine alimentaire et para-alimentaire, on se prépare à certaines difficultés pour les années à venir. Voilà, j'en ai terminé. Je réponds à ta question, si tu le souhaites. Sur le budget, je peux intervenir ? Oui, bien sûr. Merci. Donc, ce budget, il a fait l'objet d'un travail de coût de refacturation, pardon, Oui. Augmenté. Donc, le budget en fonctionnement augmente sur ce budget un peu plus de 100 000 euros, selon on a le graphique, on n'a pas le chiffre, mais je n'ai pas été chercher le chiffre, mais c'est de l'ordre de 100 000 euros. Et on s'aperçoit quand même que au bout du compte, on est à moins, en déficit structurel, à moins 74 000, je crois. Oui. Il se trouve qu'on est en affichage moins, parce qu'il y avait de la réserve, entre guillemets. Ah oui, il restait un excédent. Et donc, mais le déficit d'activité 2021, il est à moins 74 000, ce qui est important par rapport à ce qu'on a rajouté. On a rajouté 100 000 et on a quand même 74 000 de déficit. Et bon, on comprend qu'il y a effectivement le coût des denrées, hein, c'est évident. Le fait que les frais fixes sont là et le nombre de repas diminue. Donc on a quand même sur ce poste de restauration une attention particulière qui impacte notre budget, qui va l'impacter l'année prochaine, forcément. Quand je dis ça, je dis qu'on a donc effectivement des changements dans les paramètres de notre budget et de notre approche budgétaire. Et aujourd'hui, quand on dit que vos analyses budgétaires, finalement, ne sont jamais remis en cause, c'est que là, déjà en 2021, on aurait dû prendre en cause le fait que il aurait peut-être fallu mettre un peu plus de budget de fonctionnement sur cette restauration, parce qu'en 2021, on savait déjà qu'il y avait une tension sur les coûts des approvisionnements. Ça n'a pas été fait, visiblement. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, notre budget et notre budget de fonctionnement, notre CAF net qui diminue, on est dans une situation compliquée. Et ce qu'on voudrait voir, nous, c'est comment vous, en termes de budget de fonctionnement qui dégage notre marge pour les investissements futurs, comment vous agissez pour pouvoir maîtriser ça. Et c'est ça qu'on ne perçoit pas dans votre budget. Je me permettais de repréciser ça par rapport à l'intervention précédente. Alors, avec l'exemple du budget de la restauration qui est vraiment qui est un sujet complexe, je l'accorde. Sur la forme, hein, et pas sur le fond, parce que sur le fond, que nous devions faire face à une hausse du poste alimentaire, j'espère que nous serons tous d'accord. Sur la forme, au conseil municipal de décembre, nous avions vu le coup venir quand même, entre guillemets, parce que nous avions passé une décision modificative, donc pour, passe-moi l'expression, mais permettre à la cuisine de finir l'année dans de bonnes conditions. Donc ça avait été vu. De mémoire, l'ADM devait être à 70 000 euros. Donc l'imprécision, là, n'est pas totale. Le delta, et là, je ne vais pas le cacher sur la cuisine, il vient essentiellement des produits alimentaires qui ont augmenté avant même la crise ukrainienne. Donc, oui, c'est ce que je disais. C'est vrai. Donc, et puis des repas non servis, parce qu'en cours de route, quand même, on a eu tout ça. Ouais. Enfin, je pense qu'en résumé, il y a eu un travail qui a été fait justement
tendre vers l'équilibre, et le travail qui a été fait s'est télescopé avec le contexte sanitaire qui a complètement rebattu les cartes. Et donc, le discours qui consiste qu'on n'est pas visionnaire, qu'on n'est pas prévoyant, bon, je veux bien l'entendre, mais moi j'aimerais bien vous dire toutes les semaines, pour rien vous cacher, au courrier, on reçoit des mails, des courriers de nos fournisseurs qui nous alertent sur des hausses de prix. Ça va je pense que lors d'un des prochains conseils municipaux, municipaux d'ailleurs, ça aurait été mieux. Personne nous aide. Il faut. On passera un protocole d'accord avec Eurovia dans le cadre du marché à bon de commande. Cette réalité-là. Je dirais qu'on subit un contexte économique. Moi, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de dotation de l'État. Moi, j'aimerais bien que ma DSC, la fameuse dotation de solidarité communautaire, qui est versée par l'agglomération, elle soit pas écrêtée pour qu'au final, par habitant, à la Nester, la DSC est à 7,6 € alors qu'elle est à 8,4 à Pleumeur, 8,4 à l'Armor-Plage et 10 à Pleumeur. Moi, quand la majorité du conseil communautaire vote comme un seul homme, et Madame de Brassier s'est associée à ce vote qui fait perdre à la ville de la Nester plus de 50 000 €, et bien effectivement, donc j'ai un peu de mal à accepter des leçons. Donc voilà ce que je veux dire, et qu'à un moment donné, il faut avoir une cohérence et une approche globale sur le sujet. Est-ce qu'il y a des interventions ? Madame de Brassier. Oui, juste concernant la DSC, il se trouve que c'est un bordereau qui avait été préparé avec la ville de la Nester. Vous étiez en concertation. Pardon ? Pour la DSC, il y avait eu un travail qui avait été fait en amont à ce niveau-là. Alors, je pense que on n'a pas parlé de la même chose. Hein. Bon, bah écoutez... non, la DSC, moi, je suis prêt à reprendre mes propos au conseil communautaire. C'est-à-dire qu'on a été... Moi, la concertation avec l'agglomération, c'est la politique du fait accompli aujourd'hui. Donc, vous faites partie d'une majorité qui, effectivement, n'associe pas et s'assoit allègrement sur le fait municipal. Moi, je ne partage pas ça. En tout cas, on n'est pas d'accord là-dessus. Les exemples que j'ai pu citer sur la station d'hydrogène, quand le maire de la Nester apprend dans la presse qu'une station d'hydrogène doit s'installer. Je ne suis pas ici en conseil communautaire. Pardon ? Je ne suis pas ici en conseil communautaire. Non, mais moi, à un moment donné, je pense que vous n'êtes pas un électron libre dans le paysage. Vous adoptez, vous portez une politique. Vous militez, certains d'entre vous, pour un parti politique. Donc, il faut en assumer les conséquences jusqu'au bout. Donc, moi, je veux bien tout entendre, mais s'il vous plaît, pas de leçons. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Donc, je vais partir. Sur ce, je vais partir. Donc, on y va ? Donc, on va passer au vote du compte administratif pour le budget principal. C'est ça, Bernard, hein ? Oui. Donc, il vous est demandé d'approuver le compte administratif pour le budget principal de la ville. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? 4 abstentions, donc Madame de Brassier, Monsieur Flégeau, Madame Le Bornic et Monsieur Kérivin. Donc nous allons passer au vote pour le compte administratif 2021 du budget annexe de la halte nautique. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc 4 abstentions. Les mêmes. Donc je recite Madame de Brassier, Monsieur Flégeau, Madame Le Bornic et Monsieur Kérivin. Pour le compte administratif 2021 du budget annexe des pompes funèbres, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ?
4 abstentions, Madame de Brassier, Monsieur Flégeau, Madame Le Bornic, Monsieur Kérivin. Et enfin, pour le compte administratif 2021 du budget annexe de la cuisine centrale, y a-t-il des votes contre, pardon? Des abstentions? 4 abstentions, Monsieur Kérivin, Madame Le Bornic, Monsieur Flégeau et Madame de Brassier. Merci. On va donc chercher le... Merci Marie-Laure d'aller chercher le maire. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne le fil avec le bordereau numéro 10, qui est le tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure, applicable au 1er janvier 2023. Donc, Rose Morellec. Alors, il vous est proposé d'adapter les tarifs de ce qui s'appelle la TLPE, donc la taxe locale sur la publicité extérieure, selon le taux de croissance de l'indice des prix de la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. J'ai bon? Pénultième année, avant-dernière année. Je ne sais pas si je vais peut-être pas passer en revue les tarifs, non. tous les tarifs. Donc, ce sont des tarifs qui s'appliquent sur les publicités, les enseignes. Et évidemment, les recettes de notre commune sont majoritairement dues aux enseignes. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce bordereau? J'en vois pas, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, bordereau adopté à l'unanimité. Qui c'est qui s'intéresse aux garanties d'emprunt à l'ASA Bretagne Sud Habitat pour la construction de 19 logements rue Marat? C'est Bernard? En l'absence de Mireille, c'est moi. Bon, c'est un bordereau très technique, hein, donc je rappelle juste que c'est ce qui permet aux bailleurs sociaux d'obtenir leur financement. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce bordereau? J'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc bordereau adopté à l'unanimité. Donc le bordereau suivant, c'est un bordereau du même acabit, si ce n'est pas de la construction, c'est de la requalification. Claudine, que je vois pas d'ailleurs. Allez. Si, je suis là. Ok, vous changez de place là, vous brouillez les pistes. Bonsoir. Dans le cadre de travaux de requalification de 140 logements situés résidence de Kerfréour, à Lanester, la société anonyme Bretagne Sud Habitat sollicite la garantie de la ville de Lanester pour un emprunt. Le prêt est octroyé par la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 2 240 000 €. La garantie de la ville est de 50%. Le dit contrat, constitué de 2 lignes, est en annexe. Donc voilà, vous pouvez lire le détail. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l'ensemble des sommes contractuelles dues par Bretagne Sud Habitat, dont elle ne serait pas acquittée à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse de dépôt de consignation, la collectivité s'engage à se substituer à la société anonyme Bretagne Sud Habitat en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Les interventions, j'en vois pas. Donc, qui est contre l'adoption de ce bordereau? Qui s'abstient? Donc, bordereau adopté à l'unanimité. Le bordereau suivant, c'est une subvention exceptionnelle à l'association d'Iviez pour l'organisation de la fête de la Bretagne qui s'est déroulée le week-end dernier, samedi pour être précis. L'absence de Patricia Rioux. Anaïs, s'il te plaît. Oui, donc samedi dernier, 14 mai, avait lieu la Gouelbraise, la fête de la Bretagne au conservatoire, avec en partenariat l'association Diouiez. Vous dire que c'était un événement chaleureux, convivial, qui a réuni l'ensemble de la filière bilingue, mais également les enfants qui bénéficient des interventions des professeurs du conservatoire du département traditionnel, et que nous avons souhaité soutenir cet événement par l'octroi de cette subvention exceptionnelle qui a notamment servi à
restaurer et partager un moment de convivialité avec plus de 150 élèves à peu près. Voilà. Ok. Des interventions là. Pardon. Peut-être Excuse-moi. remercier bien sûr les équipes qui étaient mobilisées, le conservatoire, mais également les acteurs associatifs, parmi lesquels le Bagat de la Nester et les différents ensembles traditionnels. Merci Annick. Des interventions sur ce bordereau? Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, il y a une abstention. Hein. C'est contre? Abstention? Abstention de... Ah, pardon, il y a 2 abstentions. Donc, Nadine Le Boilec et Valérie Duval. Ok. Donc, bordereau adopté à la majorité. Et Mme Morelec arrive au bon moment, puisque c'est le bordereau numéro 13, et c'est le projet d'augmentation du capital de la SPL, Bois Énergie Renouvelable, réservé à des actionnaires dénommés nouveaux et anciens. Rose Morelec. Pardon pour le retard. Oui, il s'agit en fait d'acter ici le fait que la SPL Bois Énergie Renouvelable, dont la Nester est administrateur, augmente son capital. Elle augmente son capital auprès de communes qui sont positionnées et qui souhaitent y adhérer parce que c'est un très bel outil pour développer les énergies renouvelables dans les équipements publics. Et c'est aussi une SPL qui est rejointe par la région Bretagne et le département. Et donc, nous, à la Nester, on est particulièrement contents que ces 2 organismes rejoignent la SPL puisqu'ils pourront, du coup, nous accompagner dans le portage de projets parfois un peu lourds parce que certaines chaufferies bois se comptent en plusieurs millions d'euros. Je vais plus loin. Bon, des demandes de précision, d'intervention. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette augmentation de capital? Qui s'abstient? Donc, bordereau adopté à l'unanimité. Le bordereau suivant, c'est une convention avec le ministère des Armées pour le cofinancement d'une étude de faisabilité pour le développement d'un réseau de chaleur bois. Ça fait le lien avec le précédent bordereau. Bon. Voilà, toujours dans le cadre de notre partenariat avec la SPL Bois Énergie Renouvelable. Donc, ce projet arrive après une étude d'opportunité. Donc, on lance une étude de faisabilité dans la continuité de la première étude pour apporter des préconisations sur les aspects et les choix techniques de l'installation future. Donc, cette étude de faisabilité est estimée à 30 000 €. Subventionné à 70% par l'ADEME et donc le portage sera réalisé par la SPL BER. Donc le reste, le financement conjoint entre la collectivité de la Nester et le ministère des Armées, donc pour raison d'une somme de 9 000 €. Donc on vous demande d'approuver ce projet et d'autoriser le maire à signer une convention avec le ministère des Armées relative au cofinancement d'une étude de faisabilité pour le développement d'un réseau de chaleur en énergie renouvelable et récupération. Donc, des questions? Oui, des questions. Des questions. Bon, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, bordereau adopté à l'unanimité. Le bordereau suivant, c'est un bordereau relatif à une convention de service Enedis rue François Lemaire. Donc, Philippe Garot. Oui, donc dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, donc une étude a été diligentée par Enedis rue François Lemaire. Donc une convention de servitude permettant le passage de lignes souterraines sur les parcelles du domaine public section AH 612 doit être établie. Vu l'avis favorable de la commission Travaux, Voirie, Végétalisation de la ville et propreté urbaine du 9 mai 2022, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention entre la ville de la Nester et Enedis. Donc c'est une convention assez classique qu'on voit assez régulièrement au conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc bordereau 15 adopté à l'unanimité. Le bordereau numéro 16, c'est l'enrichissement du fonds municipal d'œuvres artistiques, qui est là en l'occurrence l'acquisition d'une œuvre de François Le Chartier.
Donc Noël. Oui, donc il s'agit du Fonds municipal d'œuvres artistiques, acquisition d'une œuvre de François Le Chartier. Donc la rotonde offre aux artistes un lieu d'exposition de qualité reconnu par le public. Au-delà de la politique d'acquisition des œuvres artistiques, la municipalité constitue un soutien complémentaire très important à la création artistique. Ces acquisitions viennent d'enrichir le fonds d'art municipal, diffusé pour partie par des accrochages ou des installations dans certains locaux municipaux. C'est dans ce sens qu'il est proposé d'acquérir une œuvre exposée par François Le Chartier, artiste accueilli le mois dernier dans la galerie de la Rotonde pour une exposition dite Mix Âge. Il est proposé donc au conseil municipal l'achat de cette œuvre, Bouillon de rue, au prix de 900 €. Et on peut admirer l'œuvre, hein, Noël. Oui, on peut admirer l'œuvre. Au départ, on avait fait chacun au niveau de la commission des choix différents et on a dû revoter pour finalement choisir ce tableau qui, pour moi, représente bien l'artiste dans son côté moderne, réaliste et fort de ses convictions de 68 ans peut-être. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal de décider l'acquisition de cette œuvre, Bouillon de rue, pour un prix total de 900 €. Présenté comme ça, Noël, on n'a pas trop le choix. Hein. Non. Non, des commentaires là-dessus. Qui vote? Pardon, Madame Mao. Excusez-moi. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, le groupe Bien Vivre à Lanester a toujours été favorable au soutien apporté par la ville au milieu artistique via la mise à disposition de la galerie La Rotonde, ainsi que par l'acquisition d'œuvres destinées à venir enrichir le fonds d'art municipal. Il ne saurait donc en être autrement aujourd'hui. Il s'agit ici d'un bordereau auquel nous sommes désormais habitués, qui ne comporte pas de difficultés particulières. Néanmoins, comme nous l'avons signalé en commission, et ce, dès le début de cette mandature, le fonds d'art municipal, donc financé par des deniers publics, devrait être offert à la vue du plus grand nombre. Aujourd'hui, les œuvres qui le constituent sont tant mieux visibles de celles et ceux qui fréquentent les locaux de la ville. Au pire, elles sont remisées dans les archives de la commune. En termes de valorisation, il est certainement possible de faire beaucoup mieux. Notre groupe rappelle ici combien il est attaché à ce qu'il en soit fait une diffusion la plus large possible, que les peintures, les dessins, les photos accumulées depuis tant d'années servent enfin de support pédagogique, soient décrochées des murs et sorties des placards, le temps par exemple d'une exposition, d'un événement culturel dont les modalités et fil conducteur resteraient bien entendu à définir. La commission culture réunie le 22 mars dernier en avait validé le principe, mais voyant que cette perspective n'est inscrite nulle part, nous nous interrogeons quant à une réelle volonté de faire. Anaïg, s'il te plaît. Oui, mais je partage le fait qu'il faut que quand on a un fonds aussi riche que celui dont on dispose aujourd'hui, il faut le partager avec le plus grand nombre. Et je crois qu'il n'y a pas que moi qui partage cette réflexion. L'ensemble des élus de la commission la partagent. Après, ce qui ne nous a pas permis d'organiser cette exposition, vous savez quelles en sont les raisons. Là aussi, on en vient à la logique calendaire et puis pas que aussi. Il faut faire sortir... alors, il y a très peu d'œuvres dans les placards. La majorité sont exposées dans les structures de la ville et les services. Il y en a, elles sont visibles pas que dans les bureaux, elles sont aussi à la médiathèque, elles sont au conservatoire, donc elles sont déjà à la vue des lieux de passage. De là à faire une exposition avec une cohérence, ça nécessite effectivement un certain travail et un temps de médiation qu'aujourd'hui n'avons pas forcément, mais sur lequel moi je ne vois pas d'inconvénient pour y travailler ensemble.
Bien sûr, après, il faut aussi hiérarchiser nos priorités, puisque les agents de la ville ne sont pas, on ne peut pas les démultiplier sur l'ensemble des dossiers. Voilà ce que j'ai à vous dire, Madame Mao, mais c'est la même réponse que je vous fais à chaque commission. Je ne manquerai pas de vous associer à ces démarches par la commission, puisque c'est d'abord, je crois qu'on est une commission où la parole est très libre et où chacun s'exprime et vient avec ses idées. Et après, ce qui nous manque, effectivement, c'est l'aspect opérationnel des choses. Mais en tout cas, la volonté, on l'a. Et j'espère bien que d'ici la fin du mandat, nous arriverons ensemble à concrétiser cette grande exposition. Voilà. Donc, tu as 4 années devant toi, Anaïg. C'est pour ça que je à minima, vais chercher loin, comme ça, je me dis. Je ne dis pas que ça sera possible dans 15 jours, mais je pense qu'il faut qu'on y travaille. Voilà. Ouais, ok. D'autres interventions? Donc, Noël? Dans cette commission, c'est vrai qu'on en avait discuté avec les services, ils étaient présents. Hein. Et c'est vrai que ça demande du travail. Donc, moi, je propose que les élus de la commission et d'autres élus qui sont intéressés par la culture, on est tous intéressés par la culture, ce qui amène beaucoup de choses dans notre vie. Et de pouvoir aussi peut-être se rapprocher de la conseil municipal des enfants pour faire une recherche de tous les tableaux, de les lister. Et un jour, c'est vrai qu'il faut l'organiser. Monsieur le maire l'a dit 4 ans, mais je pense pas qu'on va attendre 4 ans parce que c'est vrai que c'est comme intéressant de faire découvrir à la population le travail qui est mis depuis des années sur ces achats et en même temps de faire valoriser le travail de nos services par rapport à la culture et qu'on a eu pas mal de directeurs, mais chacun a amené sa participation et je trouve qu'il faut qu'on y travaille d'ici la fin de l'année, hein, pour l'année prochaine par exemple. Et ça, Anaïg me souffle Journée du patrimoine, par exemple, ça pourrait être associé. Bon, ce que je vous propose, c'est déjà d'acheter cette nouvelle œuvre pour enrichir le patrimoine culturel ou le fonds culturel de la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, bordereau adopté à l'unanimité. Le bordereau suivant, c'est Anaïg. Moi, je te repasse la parole. Donc, la commission culturelle a présenté la tarification qui est neuve et vous suggère de la reconduire pour la prochaine saison 2022-2023. C'était important aussi pour nous au regard de... Je fais le lien avec l'intervention de Bernard Leblay, l'adjoint aux finances, mais on voit bien que les activités culturelles sont reparties. Je vous rappelle que Quai Neuf a réouvert en mai 2021, que cette saison a pu se tenir quasiment dans la totalité, moins 2 spectacles, la saison 21-22, et que, par exemple, le conservatoire de danse n'a repris que en septembre 2021. Donc voilà, on a souhaité, dans la continuité de cette période difficile que nous avons traversée, maintenir les tarifs sur la saison 2022-2023. Des interventions sur ce bordereau? J'en vois pas, je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc bordereau adopté à l'unanimité. Je te propose de poursuivre sur Quai Neuf à Quai Hervy. Donc vous attendez tous cet événement, j'imagine. Le 9 et le 10 juillet 2022 prochain auront lieu Quai Neuf à Quai Hervy. C'est un moment important avec une orientation plutôt vers un spectacle de rue en direction des familles. La commission vie culturelle vous propose de maintenir l'initiative que nous avions démarrée l'année dernière, à savoir la gratuité sur cette programmation. Vous en dire peut-être quelques mots. Que cette programmation, il y aura du théâtre équestre, il y aura des acrobates, et que ce sera la même programmation le samedi et le dimanche. On pourra retrouver également... alors, hop, excusez-moi. Je ne voudrais pas écorcher le nom de la compagnie des mystérieuses coiffures de Christophe Pavia, que nous avions vu déjà l'année dernière et qui viendra coiffer l'ensemble des
des enfants et des familles qui le souhaiteraient dans une optique poétique, le tout se faisant à la guinguette. La compagnie, donc, l'Arbre à Vache, hein, pour Bob Transport en tout genre. Un spectacle à partir de 5 ans. Alors, la compagnie, donc le théâtre équestre avec la compagnie Horse Série sur un spectacle qui s'appelle Waypoint, ou Waypoint. Tout public dès l'âge d'enfant. La compagnie aussi l'Arbre à Vache pour Monsieur et Madame Poiseau, un spectacle à partir de 6 ans. Et la compagnie Les Quatre Fers en l'air avec le spectacle Gravir, donc un spectacle d'acrobatie à partir de 4 ans. Et enfin, Théâtre amer, Notre commune. Là aussi un spectacle tout public. Donc on vous propose de valider la gratuité pour l'ensemble de cette offre culturelle en direction des familles et de préférence d'en parler autour de vous pour qu'il y ait un maximum de l'anestérienne et de l'anestérien qui en profitent. Et on croise les doigts pour avoir le beau temps. Oui. Ce que je vous propose, c'est des interventions là-dessus. Sur, donc, passer au vote. Qui est contre ce bordereau? Qui s'abstient? Bordereau adopté à l'unanimité. On va passer au bordereau relations humaines. Et le premier qui est relatif aux élections professionnelles et avec la constitution des instances consultatives. Je passe la parole à Philippe. Ouais, bonsoir tout le monde. Donc, le 8 décembre 2022 vont avoir lieu les élections professionnelles dans la fonction publique. Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, les comités techniques n'existeront plus en tant que tels, ça deviendra le CST. Donc vous avez dans ce bordereau-là des explications sur les différents changements. Ce qui nous intéresse dans ce bordereau-là, c'est on doit délibérer 6 mois avant ces élections pour fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au CST. Donc actuellement au CT nous en avons 6, donc nous souhaitons rester sur le même nombre. On veut aussi maintenir la parité entre les représentants du personnel et les élus. Et puis aussi que le CCAS soit intégré à ce CST. Voilà, donc... Enfin, profiter de ce bordereau quand même, puisque je pense que unanimement les syndicats regrettent la disparition des CHSCT. Hein. Ouais, les CHSCT sont... je parle pas uniquement sont supprimés, mais on peut les réintégrer sous forme de ce qu'on appelle... Oui, mais si tu veux... On les réintégrera et on travaillera comme on travaillera actuellement, en bonne intelligence avec les syndicats. Mais c'est c'est un choix politique qui a été de supprimer les CHSCT. Hein. Que nous pouvons regretter unanimement, ou du moins majoritairement, pardon. Qui veut intervenir sur ce bordereau? Qui est contre ce bordereau? Qui s'abstient? Donc bordereau adopté à l'unanimité. Philippe Gestin pour nous parler de la modification du régime de l'astreinte. Ouais, donc pour des raisons de service, il est proposé de pouvoir intégrer les 2 premiers grades de la catégorie B de la filière technique dans l'astreinte. Actuellement, on a quelques difficultés pour les astreintes, donc ça permettra à des agents de prendre l'astreinte et d'assurer la continuité du service public. On est bien content de les retrouver le week-end ou des choses comme ça, quand il peut y avoir un petit problème dans des salles sportives ou d'autres salles culturelles qui puissent venir réparer pour que le week-end se passe bien. Ok, ou la nuit. Donc, qui est contre cette modification du régime de l'astreinte, qui s'abstient, donc modification donc adoptée à l'unanimité. Et dernier bordereau relations humaines, qui est la modification du tableau des effectifs. Philippe Gestin. Ouais, donc c'est un tableau que l'on voit régulièrement, c'est un point, un instant T. Donc vous avez reçu le tableau aujourd'hui, parce qu'il n'avait pas été mis dans les bordereaux. Donc sur ce bordereau-là, c'est
c'est l'ensemble des postes vacants hein, suite à des départs, des postes qui sont en attente de réussite à concours, des créations, des modifications de postes, et puis des besoins de remplacement. Hein. On a ici hein, pas mal de postes qui ont été consolidés à temps complet, parce que lors de la titularisation des agents, on était parti sur une titularisation à 80% pour s'assurer des postes. Et ce qui avait été dit avec les syndicats, c'est que quelque temps après, on regardait les postes, comment ils étaient utilisés, si c'était à 80% ou si les gens travaillaient à 100%. Et donc, on consolide ces postes-là. Et on a aussi là-dedans un poste hein, chargé de mission en rue hein, qui a été créé en 2019 et qui est pourvu par un agent contractuel. Hein. Donc la mission arrive à sa fin et la personne qui a ce poste-là ne souhaite pas continuer. Donc c'est un poste qui va être ouvert. Je pense que c'est un poste essentiel pour l'ANRU. Mon voisin pourrait peut-être en parler plus que moi, mais cette personne permet de mettre un peu d'huile dans les rouages et de coordonner tout ça et d'avoir un bon suivi, notamment d'un point de vue financier, de tous ces dossiers-là. C'est bon? J'ai fini. À moins qu'il y ait des questions, tu devrais y répondre. Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote sur ce tableau qui revient régulièrement. Hein. Donc qui est contre l'adoption de ce tableau, qui s'abstient, donc tableau adopté à l'unanimité. On aborde les bordereaux activités sportives et dispositifs d'aide aux sportifs de haut niveau. Concerne Carla Broker et Louis Chambellan. Va nous en dire un peu plus. Dans le cadre de dispositifs d'aide aux sportifs de haut niveau, la ville a été sollicitée par Carla Broker, voilà, qui évolue actuellement dans l'équipe de Brest de réserve en National 1. Voilà, et elle est inscrite sur les sportifs de haut niveau junior. Voilà, elle remplit les conditions pour être éligible à cette demande d'aide. Et donc, dans ce contexte-là, il a été fait la proposition d'attribuer une aide de 500 € à Madame Broker. Ok. Des demandes de précision? Je n'en vois pas, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc bordereau adopté à l'unanimité. Le bordereau 23. C'est la parole à Mme Valérie Duval, qui est relatif à la convention de partenariat entre la ville de Lanester, le comité régional de gymnastique et l'association Lanester Gymnastique. Donc c'est une reconduction. Hein, Merci Monsieur le maire. La ville de Lanester, l'association Lanester Gymnastique et le comité régional de gymnastique souhaitent établir une convention de partenariat dans le cadre de la mise en place du dispositif régional d'accession. L'installation du DRA sous la responsabilité du comité régional de gymnastique s'inscrit dans une synergie collaborative et partagée avec l'association Lanester Gymnastique. La convention prévoit notamment les modalités d'utilisation des équipements municipaux, les principes de collaboration entre les cadres en charge de l'entraînement et les participations financières de la ville de Lanester et du comité régional. Le comité régional s'engage à financer 2 500 € de matériel pour équiper le gymnase Pierre de Coubertin. La ville, quant à elle, s'engage à verser une aide de 2 000 € au comité régional pour la gestion de cette infrastructure. Cette convention concerne la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2026. Donc, il est demandé d'adopter la convention de partenariat entre la ville de Lanester, l'association gymnastique du comité régional de gymnastique et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Des interventions? Pas d'intervention. Donc, qui est contre l'adoption de ce bordereau? Qui s'abstient? Donc, bordereau adopté à l'unanimité. Et le dernier bordereau, qui est un bordereau relatif à des manifestations sportives, en l'occurrence le Grand Prix cycliste de la ville et la course des Deux-Rivières. Philippe Garot. Oui. Alors, donc, deux demandes de subvention hein, pour des événements majeurs quand même au niveau sportif à Lanester. Donc, le 31e édition du Grand Prix cycliste organisé par l'ACL 56 se déroulera donc le mercredi 29 juin à Lanester. Donc, cette course, c'est une course semi-nocturne qui regroupe en général
pas loin de 120 participants qui viennent des fois de la Bretagne, mais des fois de Grand Ouest, on va dire. Le dernier vainqueur de cette course, c'était Jean-Louis Leny, un coureur de Logminé, qui a également gagné le Tour de Bretagne juste après. Donc, l'avenir cycliste de l'Annester sollicite donc une subvention de 3 200 € pour l'organisation de cet événement. Et nous passons sur un deuxième événement qui est la course des Deux Rivières. Donc, c'est la course à pied qui se déroule le 13 juillet avant le feu d'artifice, c'est bien ça. Et donc, cette année, Courir à l'Annester vous propose deux circuits, un circuit de 8 km et un de 16 km. Donc, tout ça vaut basket. Donc, après 2 années d'interruption, c'est pareil, Courir à l'Annester relance les courses pédestres du 13 juillet. Donc, l'association Courir à l'Annester sollicite une subvention de 2019 € pour l'organisation de cet événement. Vu l'avis favorable de la commission des activités sportives réunie le 27 avril 2022, donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention d'un montant de 3 200 € à l'association Avenir l'Annester, l'avenir cycliste l'Annester 56, ainsi qu'une subvention de 2019 à l'association Courir à l'Annester. C'est dommage qu'il n'y avait pas les amis de la plongée, parce qu'on aurait pu faire un triathlon. Voilà. Ce que je vous propose... Ah pardon. Juste un questionnement. Au niveau de la retransmission vidéo du conseil, on a, semble-t-il, un retour comme quoi ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas bien. Donc la question c'était est-ce que ça fonctionne après, ça aurait dû fonctionner. Je sais pas si on peut... Bon, ouais, bon, là, je crois que ça reste un mystère. C'est... Bon, je pense qu'il faut qu'on arrive à... Ça fonctionne. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Ça dépend. De la connexion des gens. Je sais, moi, on me parle d'un son assez... C'est retransmis, là, tu confirmes? Ah oui, c'est retransmis. Okay, ouais. bon, ouais. Dans acte, alors. Mais bon, malheureusement, avec peu de 7 personnes, d'accord. 5. Mais 5, pardon. Bon, on arrête là parce que on va finir par 0. Donc, ce que je vous propose, c'est de clôturer ce conseil municipal. Juste vous dire... Oh, pardon. Tiens, je suis un grand démocrate, vous le savez bien. Qui est contre l'adoption de ce bordereau, pardon, qui s'abstient. Donc, bordereau adopté à l'unanimité. Et je vous propose de clôturer ce conseil municipal. C'est l'anniversaire de Philippe Gestin aujourd'hui, donc il nous offre un pot dans les salons d'honneur. Merci Philippe. Juste demander en aparté, vous savez que l'avenir cycliste d'Annester fait la route de Bretagne des filles jeudi. Voilà. Donc, si vous êtes capable, si vous avez envie, vous pouvez venir vers moi et je vous donnerai les coordonnées de Stéphane. Non, c'est en dehors du conseil.